Bienvenue dans le podcast Devenir manager. Je suis Elodie Landreau, ancienne manager et aujourd'hui coach professionnel. Pour les managers qui veulent développer leur confiance, communiquer de manière authentique et affirmée et vivre leur quotidien avec plus de joie. Devenir manager, c'est à la fois une aventure passionnante et enrichissante, mais aussi solitaire, challengeante, parfois décourageante. Dans ce podcast, des managers s'expriment en toute transparence sur leurs difficultés, leurs réussites, leur vision du métier, leurs bonnes pratiques. Laissez-vous inspirer par leurs expériences et leur énergie et devenez un manager confiant et serein. Eva, je suis ravie de t'accueillir sur cet épisode de podcast Devenir manager. Ce que je te propose, c'est de commencer par te présenter et nous dire par quelles étapes tu es passée, notamment au niveau managérial, bien évidemment. Super, merci Elodie pour cette opportunité d'échanger. C'est super sympa, je trouve, le format. Et me présenter, donc je suis Eva, je suis un directeur commercial marketing qui a travaillé dans le travel, dans l'hôtellerie et plus récemment en start-up. J'ai 50 ans, donc une bonne expérience professionnelle. Et au niveau du management, je suis passée par plusieurs étapes. À l'étape débutante, quand j'ai démarré à être dans le management, j'étais assez jeune. Personne m'a vraiment appris. Me suis retrouvée un jour à être manager d'une très petite équipe. Et je me suis dit, bon, comment je vais faire? Et naturellement, je me suis dit, qu'est-ce que j'aime le plus des managers que j'ai eu dans le passé et qu'est-ce que j'aime le moins? Et donc, j'ai essayé par rapport à mon vécu en tant que manager de devenir un manager sympa, collaboratif, avec qui on avait envie de travailler et instaurer une bonne ambiance de travail. C'était en Espagne. Et après, je suis partie m'installer en Belgique. J'étais expatriée avec ma famille. Et là, le management était différent. Donc, j'ai appris le management culturel que je connaissais pas auparavant. J'ai appris les différences. Et je venais d'un pays où c'est le pays de la fête, certes, mais l'Espagne, c'est un pays où on vit pour travailler. Et en Belgique, je me suis retrouvée dans un pays où on travaille pour vivre, c'est-à-dire que si on a signé un contrat pour bosser de 9 heures à 18 heures pile, les lumières s'éteignent et les gens partent. Alors que moi, je venais d'un management où il fallait être présent en continu et tant que le manager n'était pas parti, on ne partait pas. Dans cette étape en Belgique, je me suis retrouvée à manager mes anciens collègues du jour au lendemain. Et c'est un cap qu'il a fallu passer, que eux, ils ont eu besoin d'un temps d'adaptation, moi aussi. Et là, j'ai commis des erreurs, comme tout le monde. Hein. C'est en parlant avec les équipes que j'ai managées que je me suis aperçue que je n'étais pas très juste et qu'il fallait être plus sympa, plus souriante. Et c'est là où j'ai appris que, effectivement, au boulot, on passe plus de temps qu'avec notre famille et nos amis. Donc forcément, il faut être aussi sympa au travail qu'à la maison, parce que c'est avec ces gens-là que tu construis tous les jours un projet. Donc voilà, des jeunes étudiants, des jeunes stagiaires m'ont appris en management des choses que moi-même j'avais pas vu venir. Et c'était une très bonne expérience que j'ai réussi en tant que manager, puisque j'ai réussi à mener l'équipe là où je voulais, à réussir les étapes, les objectifs qu'on nous avait demandés, voire à les dépasser. Et surtout, j'ai réussi à faire grandir ces jeunes étudiants qui étaient des stagiaires et qui aujourd'hui sont des grands professionnels. J'ai réussi aussi à ce que le jour où je quittais ces postes,
une des personnes qui était dans mon équipe me remplace. Et là, je pense que j'étais le plus fière des managers dans la mesure où il y avait quelqu'un dans mon équipe qui avait eu envie de reprendre le flambeau et qui en plus a réussi. Donc ça, c'était une deuxième étape. Et puis la troisième étape, quand je suis venue m'installer en France, dans mes premiers postes, j'étais pas manager direct, mais j'avais quand même des équipes opérations à côté qu'il fallait un peu épauler, un peu coacher. Voilà, j'étais manager sans être leur manager direct, mais j'étais plutôt un coach qu'il fallait faire changer les mentalités. Et après, j'ai occupé des postes où j'étais à nouveau manager et je pense que ce petit break dans le management direct, ça en fait comprendre que j'aime beaucoup le management parce que j'aime beaucoup les personnes et finalement, c'est mené à terme un projet avec une équipe et qu'avec la vente, c'est ce qui me plaît le plus parce que j'aime les gens. C'est toujours une surcharge pour celui qui n'aime pas, mais c'est vrai que pour moi, c'est une partie de satisfaction au niveau du boulot. Donc, j'ai eu des postes où je suis arrivée, c'était des créations de postes où j'avais deux personnes à manager, une personne hyper motivée, l'autre motivée par son ambition, mais qui croyait plus, qui nous a par la suite quitté pour rejoindre un autre projet ailleurs. Et là, il a fallu reconstruire l'équipe. Je suis restée sur ce poste 6 ans. Donc, de deux personnes à la fin de ce poste, j'en avais 7. Du junior, du débutant, des gens que j'avais fait évoluer à l'interne, du senior, beaucoup de femmes. Parce que dans le métier du travel et de l'hôtellerie, les cadres sup restent des hommes, mais la plupart des effectifs sont féminins. Et malgré qu'on me dit toujours, t'as pas peur de manager des femmes, t'as pas peur d'avoir des équipes féminines. Moi, j'ai toujours eu des équipes féminines. J'ai dû avoir beaucoup de chance, ou alors j'ai dû mettre en place des choses sans m'en apercevoir, pour que tout ça travaille pas en concurrence et en méfiance, mais plutôt dans un climat de confiance où tout le monde était là pour s'entraider. Et là, j'ai dû très bien le faire parce que sur les 6 ans, on n'a pas eu de hausse salariale parce que l'entreprise ne pouvait pas se le permettre jusqu'à la fin. À la fin, on a eu une hausse salariale, mais sur les 6 ans, j'ai réussi à fidéliser les équipes en faisant des formations. Je ne pouvais pas augmenter les salaires, mais j'avais des ressources pour faire des formations. Donc, j'ai fait des formations en coaching, j'ai fait des formations de vente, je leur ai même accordé des formations en anglais. Et c'est vrai que j'ai construit une équipe performante qui me disait on est heureux de se lever tous les matins et de venir travailler. Je les ai fidélisés par le relationnel, par la bienveillance, par l'empathie, je pense, et par la construction de ce climat de confiance et cette mentalité gagnante de allez, on va y arriver, on va réussir. Et j'ai eu d'autres cas où je suis arrivée dans des équipes qui étaient en le moral dans les chaussettes et il a fallu remotiver un peu les troupes dans une entreprise qui avait déjà vécu un plan social, une entreprise où mes équipes n'y croyaient plus au projet. Et moi, j'y croyais. Et là, il a fallu les remotiver. Certains étaient partants. D'autres, clairement, il n'y avait rien à faire. Mais bon, il faut toujours essayer d'embarquer ces équipes parce que le manager, c'est un leader, c'est quelqu'un qui doit motiver et qui doit toujours faire aller dès l'avant les gens, les faire avancer. Donc voilà, dans les grandes lignes, je pense que j'ai beaucoup, beaucoup parlé. Tu serais pas un peu bavarde, non? Tu as dit effectivement beaucoup de choses intéressantes. Tu évoques le côté vraiment humain du management. Et souvent, les managers se posent la question, surtout quand on débute, quel équilibre en fait trouver entre le côté sympa dont tu as parlé et le côté quand même exigeant. Comment tu as réussi justement à trouver cet équilibre, toi? J'ai jamais eu un bureau, j'ai toujours travaillé en open space. L'open space facilite un peu la communication. Parfois, il y a des bruits un peu partout et c'est un peu compliqué de se concentrer, mais j'ai réussi à créer une bulle dans ma tête qui me permet de me concentrer, même si je suis dans un environnement bruyant, etc. Et je pense qu'il faut échanger avec ses collaborateurs pas mal. Il faut faire confiance.
Il faut leur dire, hein, on a des objectifs à atteindre. J'ai eu des commerciaux, donc les commerciaux ont toujours des objectifs et c'est tous les mois. Et tous les mois, il faut les faire et tous les mois, il faut refaire et tous les mois, il faut aller à la chasse et tous les mois, il faut retenir les clients. Donc, il faut pas mal échanger, je pense. La communication est importante, la confiance aussi. L'autonomie est importante et puis il faut les faire réfléchir. Mais je pense que lorsqu'on est dans une relation de respect et lorsqu'on se positionne en tant que manager qui a aussi envie d'apprendre, parce que le manager, il est là pour écouter ses équipes. Les équipes, ils sont souvent plus proches du terrain que le manager. Parce que le manager, il a des rapports, il a des réunions avec la direction, il a des réunions avec les équipes, il a des réunions avec les fournisseurs, etc. Donc, il faut savoir écouter, accepter la critique quand la critique vient des collaborateurs, quand la critique vient du terrain, il faut savoir se poser, se dire, OK, il y a quelque chose là à faire. Et puis, il faut faire des meetings de one-to-one et échanger librement. Pour moi, c'est quelque chose de naturel d'instaurer un climat de respect, de travail et savoir que qu'on n'est pas des robots, on est des êtres humains. Donc, il y a besoin de faire des pauses, il y a besoin de parfois prendre un café, il y a besoin de descendre, fumer, même si on ne fume pas, parce qu'on a besoin de prendre l'air, de faire un break, de respirer. Il faut savoir faire des breaks, il faut savoir échanger, rire et rester sérieux, concentré. Mais voilà, il faut instaurer une bonne ambiance. Tu parles beaucoup là de communication. Est-ce que tu pourrais nous donner des astuces ou des rituels que tu avais mis en place avec ton équipe, que ça soit de l'individuel ou du collectif? Écouter, il faut comprendre et se mettre à la place de l'autre. Donc, l'empathie et la bienveillance sont importants. Il faut être juste. Il faut être juste et se dire, OK, si moi j'étais à la place de cette personne, comment je prendrais ce que je vais lui dire? Comment est-ce que je réagirais et qu'est-ce que je peux faire pour que l'affaire aille de l'avant? Donc, je pense qu'il faut parler ouvertement. Et la confiance fait que la personne elle a aussi envie de parler, de se confier, de communiquer. Effectivement, si à chaque fois que je vais voir mon manager pour lui remonter une idée, pour lui remonter un souci, le manager, il m'a dit non, mais t'as pas raison, t'as rien compris, etc. Bah, la personne, elle va forcément se braquer. La première fois, elle va essayer de communiquer, de remonter les infos. La deuxième fois aussi, mais la troisième fois, elle va dire, écoute, tu veux pas entendre ce que je dis, tu veux pas, t'as toujours raison. Bah, écoute, reste avec ta raison et te remets pas en question. Et voilà, je pense que le manager, c'est pas le plus technique, c'est pas le plus performant de tous. Au contraire, il doit apprendre et il est là pour apprendre, pour accompagner. Donc, je pense que c'est une question d'écoute, de confiance et pas croire qu'on a la science infuse, hein, parce que les managers, on s'y trompe. Et parfois, il faut tester des choses, des idées qui sonnent un peu bizarres pour voir si effectivement ça peut marcher. Parce que parfois, la réponse, c'est le salarié, le manager qui l'a en lui et qui l'apporte. Mais parfois, on est un peu renfermé. Et parfois, il y a aussi l'ego qui fait qu'on n'a pas envie d'écouter. Donc, il faut savoir laisser ça de côté et pas se dire ah il est meilleur que moi. Bah bien sûr qu'il est meilleur que moi sur certains points et heureusement qu'il est meilleur que moi parce que moi je suis pas comme les autres, eux ils sont pas comme moi, chacun est différent et c'est ce qui fait Hmm. la richesse d'une équipe. J'adore ce que tu es en train de dire parce que il y a des croyances chez les jeunes managers qui tournent autour de le manager doit savoir. Et c'est intéressant Non, ce que tu dis, c'est que non, non, effectivement, c'est pas le manager le sachant et les collaborateurs non. qui apprennent, ça va dans les deux sens. Ça va dans le deux sens. Et en fait, j'entends beaucoup de gens qui disent ah un tel mon copain ou mon collègue ou mon cousin il était X dans une société, aujourd'hui il est passé manager et il fait un burn-out. Et je dis, mais c'est normal parce qu'en fait, on considère que la personne la plus performante de l'équipe, elle doit évoluer forcément en manager, alors que c'est pas toujours le cas. Parce que quelqu'un qui est hyper bon technique dans son métier, il est peut-être pas fait pour manager parce que il aime peut-être beaucoup les chiffres, mais il aime peut-être pas les relations humaines et il aime peut-être pas devoir endoser les problèmes perso de ses collaborateurs parce que moi, j'ai endossé beaucoup de problèmes perso de mes collaborateurs, des fausses couches, des enfants malades, mon appart, il a une fuite d'eau.
Voilà, c'est des problèmes pour lesquels on ne nous forme pas et que je vis au quotidien, mais quand c'est mes collaborateurs, mais malheureusement ou heureusement, je les endosse aussi parce que ça veut dire que la personne, elle va pas être au top de sa performance. La personne, je peux lui dire 15 fois de appelle ce client ou fais ci ou fais ça, bah, elle est dans ses problèmes. Donc, c'est normal que certains managers ne réussissent pas parce qu'ils sont nommés, parce qu'ils sont hyper performants dans leur domaine et que être hyper performant dans son domaine n'est pas forcément accompagné d'une réussite dans le management. Je suis désolée. Donc c'est pas la suite logique. Et Mm. il faut aimer, il faut tester. Et après dire avoir l'honnêteté de dire oui, j'aime ça, oui, je veux faire ça et je vais réussir à faire ça. Ou non, je me sens pas du tout à l'aise. Et effectivement, je fais un burn-out parce que je sais pas comment m'y prendre. Et en plus, quand c'est dans des équipes jeunes où on est entre collègues et tout d'un coup, l'un de nous est nommé manager de l'équipe, ça c'est hyper difficile. Moi, je l'ai vécu et c'est hyper difficile. Il y a un changement de mentalité à faire des deux côtés. Et du salarié qui devient manager et des collaborateurs qui deviennent les managers de leurs anciens collègues. Mm. C'est pas évident. C'est un cap à passer et c'est un changement. Et l'être humain, il est réticent au changement. Donc, il faut adapter, il faut faire les choses petit à petit. Et puis, quand on monte et qu'on devient manager, il faut pas croire qu'on est Dieu en haut de la pyramide. Je suis désolée, on est un de plus dans l'équipe et il faut motiver les troupes et on est là pour ça. On n'est pas là pour dire aux élèves, parce que ce pas des élèves, hein, ni aux chiens, on n'est pas des dresseurs des chiens non plus. Hein, au contraire, on est des leaders des personnes et donc il faut être là pour dire effectivement, définir un peu la tendance et la direction, mais après, il va y avoir des loupés. Effectivement, il faut savoir accepter l'échec, les loupés et que les personnes qui sont là, elles savent faire des choses que nous, on sait moins bien faire, mieux bien faire, mais ils sont différents. Parce que si on était tous pareils, on serait tous managers. Tu évoques là notamment l'échec, finalement le droit à l'erreur. Comment tu maîtrises ça avec tes collaborateurs et peut-être avec toi-même aussi? Alors, avec moi-même, c'est un peu différent parce que je suis hyper exigeante avec moi et que parfois je suis un peu juge de moi-même. Mais je me soigne hein, pour le perfectionnisme comme pour l'impatience. En fait, le management, c'est un peu comme la maternité. Moi, j'étais d'abord manager et ensuite j'étais mère. Et aujourd'hui, j'ai une fille ado. Et quand je lui parle de l'échec, je me rends compte que c'est tout ce que j'ai appris en tant que manager qui me sert pour l'aider dans ses échecs, dans ses erreurs, etc. Et l'échec, c'est une source d'apprentissage. C'est comme ça qu'on apprend. Moi, j'ai beaucoup de collaborateurs qui, en parlant avec des clients, donnent des informations par voie orale, que ce soit par téléphone ou par un entretien ou en face à face avec les clients, et qui après ne confirment pas les informations ou qui n'envoient pas un compte rendu de la réunion au client par écrit, que ce soit mail, etc. Et qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, je leur dis, t'envoies un compte rendu, t'envoies un mail. Non, mais le client, il a bien noté. J'ai tout noté dans le CRM. Bien sûr que tu as noté. Hein. Et bien sûr que le client aujourd'hui, il se souvient. Mais dans 3 mois, le client, il va pas se souvenir. Toi non plus. Si tu envoies un mail, tu as une preuve et tu as une trace écrite. Donc, envoie un mail. Non, mais t'inquiète pas. Et parfois, je sais ce qui va se passer. Je sais que sur ce point-là, le client, il va dire, j'ai compris ça, alors que le collaborateur avait dit autre chose. Et je sais que là, il va avoir un problème. Et parfois, je les laisse faire parce que le problème qui va se générer n'est pas très, très important. Je sais que je vais pouvoir le résoudre. Je les laisse se tromper exprès pour qu'ils se rendent compte de l'erreur et pour qu'ils apprennent que les mots, ils s'envolent alors que les écrits restent. Et quand on a un enfant, c'est à peu près pareil. Hein. Oui, j'aime bien ton parallèle avec la parentalité et notamment ce que tu es en train de dire, c'est vraiment je laisse l'autre faire ses propres apprentissages et je n'apporte pas la solution toute faite. Non, non, parce il faut les laisser réfléchir. Hein. Parfois, ils viennent avec une question, un problème, et ils te disent, voilà, qu'est-ce qu'on fait?
Et je leur dis, mais qu'est-ce que tu me proposes? Et parfois, ils n'ont pas d'idée, parfois ils ont une petite idée, parfois je complémente avec d'autres idées, et parfois à force d'échanger, même avec des collaborateurs ou des collègues qui sont à côté, qui sont pas vraiment concernés, en échangeant, on trouve les solutions ou les possibles scénarios. Et donc à ce moment-là, ils testent. Ils testent d'eux-mêmes pour voir effectivement ce qui va marcher. Et c'est comme ça, test and learn. Donc c'est la seule façon. Et même moi, hein, je le fais aussi au quotidien et parfois je me trompe. Et voilà, et après il faut analyser le pourquoi du comment et tirer une leçon, un apprentissage. Mais en restant bienveillant, en se disant, ben voilà, ça m'arrive le cas dont je viens de te parler de j'envoie pas de mail suite à une réunion, suite à un échange verbal avec un client, ça arrive une fois. Oui, et c'est intéressant quand on parle de droit à l'erreur, c'est de laisser effectivement l'autre apprendre d'une erreur, mais par contre de ne pas la refaire une autre fois. Oui, voilà. Après, il y a des gens qui ont besoin de faire l'erreur deux fois, hein. Et c'est humain aussi de se dire, ah mince, oui, c'est vrai, j'avais déjà fait ça, ça n'avait pas marché. Et là, je suis bête, j'ai refait la même erreur. Mais bon, ça arrive, hein, ça arrive, hein. C'est Mm. comme ça. C'est comme ça. On n'est pas des robots. On est des êtres humains et parfois, bah, on commet la même erreur deux fois, hein. C'est pas grave. Mm. Tu as évoqué au début le fait que bah, finalement, quand tu es devenu manager, tu as fait des erreurs justement. Quel conseil t'aimerais donner à quelqu'un qui débute le management et que tu aurais aimé avoir à l'époque? Alors, j'aurais aimé qu'on me dise une chose très, très, très simple, c'est qu'il faut respecter, il faut avoir un respect sincère envers ses collaborateurs. C'est-à-dire que le manager, il va marquer et il va faire toute la différence. Il va marquer les équipes et il va faire toute la différence. Il y a des équipes qui vont se souvenir de soi en bien et d'autres en très, très, très mauvais termes. Et il faut savoir faire des choses très simples, hein, mais il y a des managers qui oublient. Il y a des managers qui arrivent le matin au bureau et disent pas bonjour. Ou alors le bonjour, c'est d'un crispé que ça met mal à l'aise tout le monde. Donc, pour créer une bonne ambiance, il faut respecter, il faut traiter les gens de la même façon qu'on s'attend à être traité. Et ça, pour moi, c'est principal. Tu parles de respect de l'autre, je te rejoins complètement. Est-ce qu'on peut parler aussi du respect de soi-même en tant que manager? Bien sûr, bien sûr. Mais parfois, on se laisse déborder par l'activité, hein. Donc, on se respecte. Et parfois, surtout quand on travaille dans un open space avec 7 personnes, il y a des téléphones, il y a des fous rires, il y a des crises, il y a du bavardage. Et il y a des moments où il faut savoir s'isoler, faire un break, sortir pour prendre l'air ou sortir pour aller aux toilettes, prendre un café. Il y a diverses façons de s'isoler ou de faire un petit break. Et oui, effectivement, il faut se respecter et il faut savoir mettre des limites. Moi, je me suis retrouvée dans des open space où on était effectivement 10 et trois personnes me parlaient en même temps. Donc, j'ai un cerveau, deux oreilles, mais et je suis une femme, je suis multitâche, mais c'est vrai que trois conversations en même temps, j'arrive pas à le faire. Donc là, il faut savoir poser des limites et dire, non, mais attendez les enfants, parce que là, vous êtes comme des enfants à l'école. Ta collègue m'a posé une question, j'ai pas encore eu le temps de réfléchir, de répondre à la première question que toi, tu es déjà en train de me poser une colle. Et ta collègue, en te voyant me poser une colle, elle a aussi eu envie de lancer la question. Donc, là, il faut définir un cadre, poser un peu des limites et prendre du temps pour réfléchir, pour faire son boulot aussi, hein. Hmm. Très intéressant tout ça. Merci beaucoup, Eva. Avec plaisir. Merci à toi, Elodie. Si vous avez aimé ce podcast, faites-le découvrir à d'autres managers. Mettez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin avec moi, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube Devenir Manager ou à me contacter sur LinkedIn pour qu'on échange ensemble.